les débuts de tournage, allez savoir, les dessous de la création d'images. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. La dernière fois, nous avons réalisé une introduction à l'art architectural et il nous semblait logique de poursuivre, mais cette fois-ci avec un épisode d'introduction aux images. Souvent, nous voyons des tableaux de peintres sans forcément comprendre les secrets de ces images, et surtout comment ils arrivent à guider notre œil et notre compréhension. Ces méthodes ont depuis quelque peu évolué avec des arts nouveaux, comme c'est le cas de la photographie ou même de l'art de la publicité. Ah bon, la publicité, un art? Je suis pas sûr, hein. Alors oui, quand une publicité arrive à vous faire ressentir une sorte d'émotion bien particulière, c'est que le ou les artistes ont réussi quand même leur boulot. Il y a de multiples définitions de l'art d'ailleurs, hein. Première dit que l'art est une construction humaine et donc pas naturelle. Une maison par exemple serait de l'art. Votre voiture aussi serait de l'art. Bon, pourquoi pas. Mais il existe surtout une autre définition où l'art fait appel à un esthétisme, à des émotions et à une sensibilité. Et c'est plus de cet art-là dont nous allons parler aujourd'hui. Et voilà, il m'a déjà perdu. Alors effectivement, pour la définition de l'art, malheureusement, ouvrir un dictionnaire ne suffit pas, hein. Nous sommes obligés de faire quelques détours, notamment sur la philosophie. Et d'un coup, la dimension n'est plus vraiment la même. Bref, nous allons parler des beaux-arts et des œuvres d'art picturales si vous préférez. Mais vous allez le voir, nous allons parler plutôt de leur conception et de comment notre œil est dirigé. Beaucoup sont admiratifs de certains tableaux. Comment par exemple ne pas penser au public nombreux qui vient voir chaque jour la Joconde au Louvre? Léonard de Vinci a réalisé un tableau qui restera dans les annales. Alors comme pour l'architecture, la peinture va connaître différents mouvements. Mais étonnamment, ce n'est pas ce dont nous allons parler dans cette vidéo. En effet, nous avons préféré parler d'un autre axe, qui est la construction d'un tableau et d'une image. Et pour commencer, les bases de l'art de l'image ne s'inventent pas. Cela est le fruit d'un travail pour avoir des proportions, des couleurs et des formes parfaites, afin de mettre en avant une histoire, un objet ou un portrait, le tout saupoudré d'émotions. Pour faire simple, avant que l'artiste ne vienne mettre sa patte personnelle, il y a quand même des bases à connaître. Par exemple, un pianiste doit savoir jouer du piano, avoir une certaine dextérité dans ses doigts et savoir comment appuyer sur les touches, machin, etc. Sinon il va être assez limité dans son art. En architecture, si certains principes physiques ne sont pas connus, il est quand même fort probable que le bâtiment s'effondre. Bref, je pense que vous avez compris. L'art, c'est certes une forme d'expression, mais celle-ci requiert quand même des bases. Et c'est justement d'une partie de ces bases dont nous allons parler aujourd'hui. Nous ne pourrons pas tout évoquer, si cela vous intéresse vraiment, il va falloir se tourner sur l'histoire de l'art pictural. J'en suis navré. Bon, maintenant que vous êtes au courant, allons-y. Concernant l'art de l'image, les bases sont principalement liées à la lecture de l'image. Quels seront les éléments qui attireront notre attention pour tout simplement comprendre la scène du tableau? Et dans quel ordre devons-nous voir ces éléments? Parce que des fois, il va y avoir un ordre pour mieux comprendre. C'est là que résident les bases à connaître pour la création d'une peinture et nous allons le voir, ces préceptes, nous les retrouvons dans des arts beaucoup plus récents. Mais du coup, comment construire notre image? Alors pour commencer, tout est question de proportion. Et pour avoir des proportions, disons parfaites, beaucoup de peintres vont utiliser un chiffre mathématique. Et oui, même dans l'art, les sciences sont présentes et vous n'allez pas échapper à un petit cours de mathématiques, alors soyez prêts, allons-y, car nous allons évoquer le nombre d'or. Ce chiffre est très particulier car il respecte une équation du second degré, x au carré est égal à x plus 1. Bon, j'en vois certains dans le fond qui ont oublié ou négligé leur leçon de mathématiques, alors on va essayer de simplifier. Cela veut dire que si l'on multiplie ce nombre par lui-même, c'est équivalent à tout simplement lui rajouter le chiffre 1. Et un seul chiffre répond à ce critère. Malheureusement, ce nombre possède beaucoup de chiffres après la virgule, donc on va pas pouvoir vous dire c'est 3, c'est 4, c'est un chiffre avec beaucoup de choses derrière la virgule, comme c'est le cas notamment par exemple du chiffre pi, 3, 14 et des brouettes. Mais dans notre cas, le nombre d'or vaut 1,618 et beaucoup de brouettes. Bon, on va essayer d'être un peu plus exact parce que ces brouettes ça veut pas dire grand chose, alors c'est 1 plus racine de 5 divisé par 2. Bon, c'est peut-être un peu trop complexe à retenir, alors on va utiliser sa représentation qui est la lettre grecque phi. Mais quel rapport avec la peinture?
Nous y venons. Il existe dans la géométrie le rectangle d'or, qui peut être construit justement grâce au nombre d'or. Prenons par exemple un rectangle. Sa largeur est disons de 1 et sa longueur de π, le fameux nombre d'or. Et attention, c'est là que ça se complexifie, soyez attentifs. Ce rectangle a une propriété bien précise. Si l'on fait un carré avec le côté valant π, nous obtenons à nouveau un rectangle. Et celui-ci a un rapport entre la largeur et la longueur qui est de π, soit 1,618. Bon, j'espère que vos neurones n'ont pas explosé. Pour faire simple, ce rectangle que nous venons de faire est considéré comme respectant à la lettre des proportions parfaites. En multipliant les rectangles d'or, on peut tracer une spirale bien particulière. Bref, la plupart des peintres vont abuser de ce rectangle pour avoir des compositions qui semblent juste parfaites. Après, il ne faut pas tomber non plus dans la recherche absolue de ce rectangle d'or. Parfois, le hasard fait justement bien les choses et le peintre n'y a pas pensé, pourtant on peut retrouver un rectangle d'or. Donc voilà. Cependant, des proportions parfaites, ça ne fait pas tout. Comment mettre un personnage, une émotion, une intuition en évidence? Comment donner vie et sens au tableau? Et pour cela, les peintres vont avoir recours aux lignes de force. Ce sont des lignes directrices dans le tableau. Cela peut correspondre à plein de choses. On peut prendre par exemple l'horizon, on peut prendre un homme qui monte avec son bras, ça va faire une ligne. Généralement, on retrouve ce qu'on appelle une composition en pyramide ou en triangle. Un triangle permet de hiérarchiser les éléments. Prenons cet exemple du martyre de Saint-Sébastien. Saint-Sébastien est en haut du triangle. Cela fait de lui le personnage principal de la scène. Puis nous avons deux lignes qui descendent et forment ce fameux triangle. De ce fait, notre œil voit d'abord le martyr et sent que c'est le personnage clé. Puis notre œil va progressivement descendre de cette forme pour tomber sur les bourreaux, ceux qui lui tirent des flèches. Pour ajouter de l'effet, cette scène se déroule sur une colline en hauteur. Cela diminue complètement l'importance du paysage en arrière-plan qui va être la dernière chose que nous allons regarder. Pour accentuer cet effet, tous les personnages en arrière-plan sont petits et sombres, tandis que les personnages en premier plan sont imposants et beaucoup plus clairs. Voilà comment les deux peintres ont réfléchi pour rendre le tableau harmonieux tout en mettant en évidence cette scène, grâce à une composition en triangle, un travail sur les proportions et un travail de couleur. Ces triangles sont souvent capitaux, nous les retrouvons dans de nombreux tableaux. Prenons cette esquisse. Celle-ci est un travail préparatoire à un tableau bien plus connu, celui du radeau de la Méduse. Car oui, avant de peindre un tableau, généralement on va faire des esquisses, des essais. Rares sont quand même les artistes qui se lancent directement et hop, voilà une composition et un travail parfait comme ça au premier essai. Non, ça marche pas vraiment comme ça. Dans cette esquisse, on a du mal à trouver du sens. Le but était de faire un tableau où l'on comprend que des naufragés dérivent depuis plusieurs jours sur un radeau, quand soudain, un bateau apparaît au loin. Ici, on a bien cette composition en triangle, mais difficile de comprendre le message. Le mât semble être le sommet du triangle et donc l'élément principal. Il semble assez en bon état. Alors ça reste une esquisse, donc après avec des détails on aurait pu être déchiré ou autre, mais difficile de comprendre l'aspect quand même désespéré de l'embarcation en première regard comme ça. Et puis l'homme qui ressort le plus, celui-là un peu au milieu, difficile de ressentir quoi que ce soit sur ce qu'il doit nous faire comprendre. Il n'y a pas de mouvement, il regarde quelque part sans savoir ce qu'il regarde, peut-être un bateau, signe d'espoir au loin, on sait pas trop ce qu'il regarde, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de... Et puis ceux qui nous permettent de voir le fameux signe d'espoir, ils sont dans l'obscurité, un peu en retrait, alors même s'ils sont dans la ligne de force, on les voit pas vraiment. Bref, passons donc à l'œuvre finale. Cette fois-ci tout change. Les plus aguerris d'entre vous remarqueront que nous n'avons pas un, mais 3 triangles. Le premier met en évidence forcément ce mât, on garde le même principe. Mais cette fois-ci, le mât est penché avec des voiles un peu entremêlées. On sent que le radeau, c'est quand même quelque chose de fortune cette fois-ci. Ça ressemble à un radeau improvisé et pas quelque chose qui était prêt, du style Titanic, on a des petites embarcations, on saute dedans, merci, au revoir. Non, là on sent que ça a été fait un petit peu à la va-vite. On aperçoit aussi des gens inquiets. Mais dans ces gens inquiets, on a un personnage qui nous montre, cette fois-ci, le deuxième triangle. Celui de l'espoir, où l'on comprend avec le personnage de plus haut qu'un bateau, une terre ou quelque chose est en vue. En descendant ce deuxième triangle, on voit de nombreux personnages fatigués, désemparés, mais qui voient un espoir, qui revivent presque. Et puis notre œil va être attiré sur un troisième triangle, celui du désespoir, celui d'un homme qui semble avoir tout perdu. Il tient le corps de quelqu'un, sûrement un fils ou un ami, et malgré l'espoir que tout le monde est en train de voir, lui a tout perdu dans ce radeau. Il est vivant physiquement, mais mentalement il n'est pas là. Il est quasiment mort. D'ailleurs, il est au milieu de cadavres,
de renforcer cette idée. D'un coup, le tableau prend du sens. Notre œil a été guidé. Nous sommes passés par plusieurs émotions. La perspective, les couleurs, les ombres, les lumières sont aussi des éléments qui ont été travaillés sur ce tableau. Car c'est une œuvre comme celle-là, qui comporte beaucoup de personnages, n'a pas tout ça, comment on fait ressortir un personnage parmi tant d'autres? Par exemple ce personnage-là. Il est volontairement sombre pour mettre en avant celui-là. Nous faire ressentir qu'il est le seul vivant. Ce n'est pas du racisme, hein, le personnage-là est clairement métis et mis en avant. On ne peut pas dire que l'auteur est raciste. Cependant, ce personnage de couleur noire, il est aussi dans le prolongement du mât, de la même couleur que cette zone, vraiment afin de le mettre en second plan. C'est vraiment le but. Car le but était de mettre en avant le désespoir de ce personnage-là. Pareil pour le mât. Comment l'on passe du premier triangle au deuxième? Grâce à celui-là. Du coup, les trois autres qui sont juste à côté, eh ben on les met dans l'ombre du mât. Ils sont donc plus foncés, on les voit moins. Le personnage qui va nous guider sur le deuxième triangle est dans la lumière, il est donc mis en avant. Bref, en plus de jouer sur la composition, les peintres ont à leur disposition les couleurs et les lumières. Alors bien sûr, nous venons de survoler la composition d'images avec seulement 2 petits exemples et nous avons aussi évoqué le rectangle d'or. Ce travail de base est encore présent aujourd'hui et visible tout autour de nous. C'est pour ça que nous avons pris ces exemples parce qu'ils sont ceux qu'on utilise le plus. Si par exemple vous êtes intéressé par la photographie, normalement vous avez déjà dû entendre parler du rectangle d'or, mais aussi de la règle des tiers, qui sert aussi à avoir une répartition homogène des plans. Alors la règle des tiers, nous la retrouvons aussi en peinture, hein, c'est pas nouveau. Le but étant de diviser son image avec des lignes de force de manière égale, et de faire un quadrillage de 9 rectangles égaux. Aux intersections de ces lignes de force, nous pouvons retrouver les points de force. Lorsque vous prenez une photo, il faut imaginer cette grille dans votre tête, essayer de placer ce que l'on voit en fonction de celle-ci, afin d'avoir une image homogène, tout simplement. Le but étant de jouer avec les lignes d'horizon et les lignes de force horizontales, afin d'avoir une bonne proportion de ciel et de terre dans le cadre d'un paysage. Vous voyez où je veux en venir? Vous pouvez aussi appliquer cela à un portrait. On essayer par exemple de mettre les yeux sur une ligne de force. Bref, à vous de jouer avec ces lignes pour avoir de bonnes proportions. Il existe aussi un autre type de composition que nous retrouvons à la fois en peinture et en photographie, la perspective. Elle permet parfois de mettre du mouvement, mais surtout de guider notre œil grâce à ces lignes de force qui convergent vers un même endroit. Par exemple, ici, les lignes de force nous poussent à d'abord regarder ce bateau. Tout nous guide vers lui, alors qu'il n'est pas du tout l'élément le plus gros du tableau. Et pourtant, grâce à la perspective, c'est lui qu'on va regarder en premier. Ensuite, avec nos moyens modernes, il existe d'autres compositions que nous retrouvons très peu en peinture. Grâce aux différents objectifs, nous pouvons gérer le flou et la profondeur de champ. Et ainsi, certains objets peuvent mieux ressortir et vont être mis en avant, alors que sans cela, cela n'aurait pas été pareil. La gestion du flou devient donc intéressante. Et cette gestion du flou, on la retrouve quand même assez peu en peinture. Par contre, il existe une règle de composition que nous retrouvons peu ou pas en peinture ou en photographie. En Occident, par exemple, nos langues se lisent de gauche à droite et de haut en bas. Ce principe nous amène à une construction d'images qui découle de cette habitude. Cela s'appelle la lecture en Z. Nous la voyons dans des compositions récentes, plus particulièrement dans la publicité. Et dès petits, nous sommes dans ce schéma-là. Qui d'entre vous n'a pas lu une bande dessinée, hein? On lit de gauche à droite et de haut en bas. Cette lecture forme des Z, d'où son nom. D'ailleurs, petit aparté, j'ai glissé ma voix dans une vidéo d'un confrère qui parle justement de bande dessinée. Je vous mets le lien quelque part là-haut et en description. Si vous aimez les BD, cette chaîne est faite pour vous. Cette lecture en Z, nous la retrouvons principalement dans nos publicités. Il y a même eu des études scientifiques à ce sujet. Généralement, les annonceurs mettent une phrase d'accroche en haut, pour attirer votre regard, et puis mettent en avant leurs produits dans l'axe diagonal, et pour finir, mettre les éléments importants, par exemple le prix, le nom du produit ou la marque, en bas. Très important d'ailleurs que le nom du produit ou la marque soit la dernière chose que nous voyons, car c'est justement ce que l'on va voir en dernier et donc que nous allons le mieux retenir. Il faut donc le logo de votre marque en bas à droite, c'est préférable. Par contre, pour les cultures qui n'ont pas ce sens de lecture, je pense notamment à certaines cultures asiatiques, est-ce que cette composition varie? Nous pouvons prendre en exemple les mangas, par exemple, qui sont les bandes dessinées japonaises. Le japonais se lit de haut en bas, comme nous, mais par contre c'est de droite à gauche. L'inverse de nous pour ce sens-là. Du coup, ces bandes dessinées japonaises se lisent de droite à gauche, la fin pour nous et le début du livre pour eux. Au final, on peut se dire que le Z est inversé dans la lecture en Z pour les japonais,
Et c'est ce que j'ai cherché, hein, dans les publicités japonaises, pour l'épisode, on a cherché et ben, on a trouvé de la composition en Z comme chez nous. Alors on n'a pas trouvé vraiment d'explication, convaincante pour comprendre cela, hein, les livres qu'on a pu lire n'en parlant pas, et les explications sur internet n'étant pas suffisamment sourcées et claires, donc ben, on a décidé quand même d'en parler. On a voulu noter ce détail, vous le montrer, mais bon. Et finissons avec nos amis cinéphiles. Les affiches de cinéma répondent bien évidemment à la fois de la publicité et à de l'art. Nous retrouvons donc la composition que nous venons de parler jusqu'à maintenant. Pour les Star Wars par exemple, on peut retrouver assez souvent des lignes de force en triangle. On peut retrouver aussi la fameuse lecture en Z pour cette affiche, ou encore des effets de perspective. Bref, certaines choses utilisées depuis fort longtemps sont clairement toujours d'actualité. Cependant, une chose va varier, on utilise de moins en moins de peinture et plutôt de l'encre. Mais certains principes ne vont pas changer, hein, comme la composition, le travail des lumières, des ombres, les couleurs, tout ça ne changera pas. Et voilà pour ce tour d'horizon de la composition d'images, et en espérant que cela vous a plu. Et petite question, concernant l'art moderne, hein, parce que quand on a un peu des carrés, et juste des couleurs par exemple, comment on analyse ça? Alors effectivement, nous ne sommes pas tous sensibles à tous les arts. Musique par exemple, certains vont préférer le rap, d'autres le rock, d'autres le métal, voilà. Ça c'est de la subjectivité, c'est nos préférences à nous, on n'y peut rien. Dans le cadre de ce tableau, hein, l'artiste Piet Mondrian a voulu éloigner justement toute subjectivité. Il a donc épuré au maximum son tableau et on se retrouve simplement avec ses rectangles et ses carrés, où il a voulu que ses formes aient des proportions et des couleurs bien proportionnées. Bref, le principe reste équivalent à ce qu'on a pu dire jusque-là, par contre la forme va changer et donc l'interprétation, bon, est pas totalement la même. On sort un peu de notre cadre. Et sur cet art particulier, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut ou vers le bas, de commenter, de partager, c'est important, hein, afin de faire découvrir la chaîne à d'autres personnes, de vous abonner aussi, de cliquer sur la cloche, et puis je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un épisode court. Alors entre nous, hein, les peintres, ce sont des arnaqueurs. Méfiez-vous, hein. Parce que quand ils vous disent « Ah, j'ai mis 10 ans pour faire cette toile », non, 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 non. Le mec, il a mis 2 jours et au pire une semaine, hein. Par contre, il a mis 10 ans pour essayer de la vendre. Vous faites pas avoir, hein. Merci à vous. Fin de tournage.